Paris, 4h30 du matin. Deux policiers de l'identité judiciaire, l'IJ, la cellule scientifique de la police, sont appelés pour une intervention. Alors, nous allons 8 rue des Oulazés. Esplanade, de lycée, putain. Sur le siège passager, avec les lunettes, c'est Max. Max est un chasseur de traces, un expert scientifique spécialisé dans la recherche d'indices sur les scènes de crimes et de délits. À côté de lui, au volant, son collègue Nicolas. Ensemble, ils foncent vers une commune située en banlieue sud de Paris. Un corps vient d'être retrouvé sur la voie publique. Bonsoir. Bonsoir. Sur place, ils retrouvent la brigade criminelle. Ils ont recueilli le témoignage d'un couple dont le récit n'est pas très cohérent. Une femme qui était nue allongée inconsciente sur un tas de vêtements et il leur demande en fait de les porter. Il n'y a pas d'embrouille, classique. Ils vont la porter jusqu'ici. À ce niveau-là, on a notre homme qui se barre en courant et qui laisse notre couple qui est actuellement en garde à vue avec ce cadavre. Ok. D'après leur témoignage, un homme habitant dans un appartement situé dans l'immeuble juste en face aurait trouvé le corps inanimé de cette jeune femme devant chez lui. Pour ne pas avoir d'ennui, il aurait demandé au couple de l'aider à déplacer le corps jusque dans la rue. Pour la police, cette histoire n'est pas crédible. Apparemment, elle voulait juste venir en aide. Bon, ce qui est étonnant, c'est quand même que des gens aient accepté de déplacer le corps. L'examen du corps de la victime devrait pouvoir leur fournir des indices supplémentaires pour pouvoir reconstituer le scénario des faits. Vous voulez de la lumière? Là, il y a une plaie. Une plaie au genou. Donc là, Ouais, là. C'est tout? C'est tout. Ah, c'est ça ce qu'il disait? Ouais. Non. Ouais. Troisième picouse, hein? Il y a des piqûres, ça, trois comme ça. Non. Par contre, il y a des traces effectivement encore dans les... C'est les zones de prise ici. Pendant que les policiers examinent le corps de la victime, Nicolas, le collègue de Max, réalise des clichés de la scène. Un ensemble de photos qui, après traitement, permettra de visualiser la scène à 360 degrés. D'après les premiers indices recueillis, les enquêteurs privilégient plutôt un autre scénario. La jeune femme aurait fait une overdose chez son dealer qui aurait voulu ensuite se débarrasser du corps pour ne pas être mise en cause. Problème, après examen de la dépouille, il semblerait que la jeune femme n'était pas encore morte au moment où elle a été transportée dans la rue. Il pourrait donc s'agir d'une non-assistance à personne en danger, et donc d'un homicide involontaire. À partir du moment où un corps est déplacé, c'est inhabituel, hein. Ça n'arrive pas souvent. Hein. Là, il y a modification d'une scène de crime. Donc, L'homme qui aurait demandé au couple de déplacer le corps vient d'être interpellé. Il va être placé en garde à vue afin d'être interrogé. Dans quelles circonstances cette jeune femme est-elle morte? S'agit-il d'un homicide involontaire? Prélèvement d'ADN et recherche d'empreintes digitales, pour les agents de l'identité judiciaire, l'objectif est simple. Traquer le moindre indice permettant de faire la lumière sur ce fait divers sordide. En France, on les connaît surtout grâce au succès de certaines séries télévisées américaines qui, chaque semaine, captivent des millions de fans. Mais les experts scientifiques de la police ne sont pas seulement des héros de fiction. Ils existent pour de vrai. Les experts Paris, bonjour. Mais alors, qui sont ces experts made in France? Qu'ils travaillent dans la police ou bien dans la gendarmerie, leur expertise est devenue un rouage essentiel dans le bon déroulement des enquêtes. Nous, on va attaquer photo, relever des indices, ratissage. En immersion, pendant plusieurs semaines, Le tir aurait été dirigé dans ce sens-là. nous avons suivi le travail souvent méticuleux, Plus on a de traces, plus on a de chances qu'on trouve la trace de l'auteur. Hein. parfois éprouvant Ça se passe bien ici ou... Non, super mal. et toujours passionnant de ces hommes de terrain. La motivation, c'est quand même qu'un coupable est arrêté grâce à nous. Sur le terrain, ou bien dans leur laboratoire high-tech, ils vont nous apprendre quelles sont leurs méthodes Attends, je change de longueur d'onde. Voilà, tu la vois? et quelles sont les techniques ultra-modernes que ces scientifiques de haut vol utilisent pour aider à faire arrêter les coupables. Des experts made in France qui ont totalement révolutionné le travail de la police et des gendarmes.
La science, c'est le présent de la gendarmerie et aussi son avenir. Retour en banlieue parisienne. Une jeune femme y a été retrouvée morte dans des circonstances mystérieuses. 3 suspects sont en garde à vue. Désormais, c'est au tour des experts scientifiques de passer à l'action. Le légiste, il est passé. Ouais, j'ai vu, il est encore là. Ouais. L'affaire étant très complexe, Christophe, le chef de l'équipe de nuit de l'identité judiciaire, a rejoint Max et Nicolas. Il est venu accompagné de Cécile, qui est allée inspecter le hall du bâtiment. Prochaine étape pour Max, retracer le cheminement des personnes ayant déplacé le corps à l'intérieur de l'immeuble. Il retrouve Cécile dans le hall. Sur le mur de gauche, juste après les boîtes aux lettres, les enquêteurs ont trouvé des traces suspectes. Ah oui, quand même. Donc est-ce qu'il l'a tapé sur le mur? Non, non, elle était encore en vie hein, quand ils l'ont... Ah oui, mais il l'a tapé, c'est une... Non, non. Je sais pas ce que c'est, ça. Ah si, elle était en train de s'étouffer avec son vomi. Pour Max, qui a de l'expérience, cela ne fait aucun doute. Il ne s'agit pas de taches de sang, mais bien de projections de vomi. Les traces sont toutes fraîches. La projection de sang, elle est? Non, c'est pas du sang, c'est du vomi. Du vomi? Donc tu vois, la victime était encore en vie quand ils l'ont transportée, hein, regarde. Elle était encore en vie. Bah, c'est clair. Hein. C'est clair, hein. Ouais. Donc en fait, elle doit être morte sur place là-bas. Ils auraient pu la sauver en fait. Pour notre expert, cet indice pourrait confirmer les soupçons de la police. La jeune femme n'aurait pas été morte lorsqu'ils l'ont transportée. Nicolas va donc devoir prendre cette trace en photo. Photographie de la projection qui va nous permettre de déterminer ça doit correspondre à la hauteur de la bouche de la victime. Pour les hommes de l'identité judiciaire, rendez-vous maintenant au 10e étage de l'immeuble où se trouve l'appartement du principal suspect. Sur place, Max fait part de ses premières impressions à un inspecteur de la crime qui est en train de fouiller l'appartement. Elle était encore en vie quand ils l'ont emmenée dehors. Hein. Ce qui se dit, ça... Non, mais vu la trace d'expectoration de matière organique en bas, là, moi je te dis, elle était encore en vie. Ah oui, mais si c'est elle. Bah, je pense. Le prélèvement va correspondre au prélèvement qu'on fera sur le corps. J'imagine. C'est frais en tout cas. Hein. Après que ses collègues aient fait des photos de chaque pièce et établi un plan précis de l'appartement, Max va pouvoir commencer à récolter tous les indices nécessaires pour tenter de comprendre ce qui s'est passé et éventuellement confirmer les soupçons des enquêteurs. Tu vois des trucs intéressants? Écoute, non, pour l'instant non. Bah là en fait, moi ce que je cherche c'est les empreintes de la victime, pour prouver que la victime était ici. Comment on fait pour trouver dans un bordel pareil? Eh ben, faut s'armer de patience et puis chercher un peu partout. Armé de son pinceau, Max passe au crible tous les objets de l'appartement. Pour pouvoir mettre en évidence la moindre trace de doigt, il utilise une poudre dactyloscopique, un procédé qui permet de révéler ce qu'on appelle les traces papillaires. En résumé, des fragments d'empreintes digitales. Ça c'est de la vieille trace, pas intéressant. Mais pour notre expert scientifique, la tâche s'avère plus compliquée que prévu. Car l'appartement est dans un état de saleté épouvantable. C'est tellement dégueulasse que c'est que des traces, que des trucs de merde. Après les gens ils disent mais comment tu fais pour pas trouver de traces dans un appart? C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'appartement il est tellement dégueulasse que ben voilà, on trouve aucune trace. Que des traces de crasse. Après plus d'1 heure à explorer les lieux, Max trouve enfin sa première trace exploitable. Là j'ai trouvé mon bonheur. Là. Pour moi, il y avait un sac. C'est les miennes, gros. Ah, il est où? Ah ouais, 2 belles traces là. Je sais que vous avez préparé ça. Il y a celle-là, peut-être 3 même. Pour avoir une condamnation là-dessus. Superbe. La plus belle trace. Dernière étape, les prélèvements ADN.
grâce à la salive se trouvant sur les verres, les bouteilles et les mégots de cigarettes. Tous les mégots, tu vas les récupérer de toute façon. Ouais. Donc il faut te mettre chaque mégot dans... Mais après, on fait un seul lot. Ah oui. Et puis, Par exemple, tu fais un lot par cendrier, un lot ou un lot global. on va faire le lot à table basse. D'accord. Entre les traces papillaires récoltées par Max et les prélèvements d'ADN, les experts de l'IJ ont accumulé suffisamment d'éléments pour pouvoir déterminer qui se trouvait sur les lieux au moment des faits. Ah, j'ai pas regardé. Pour le locataire de l'appartement, l'étau se resserre. La vache. Ça sent le trafic là. La police a trouvé une énorme quantité de flacons de méthadone, une drogue dure souvent utilisée par les toxicomanes comme substitut à l'héroïne. Un produit qui se consomme principalement par injection en intraveineuse. Or, le corps de la victime comportait justement de nombreuses traces de piqûres. C'est pas la technoparade qu'elle a eu ces produits. Oui, c'est ça. Pareil, c'est la bonne excuse. Elle a dû les chercher ici, ouais. Petit à petit, un nouveau scénario se dessine. L'occupant des lieux serait un dealer chez qui la fille était venue se fournir. Le couple qui a aidé le dealer à transporter le corps aurait également été présent dans l'appartement au moment où elle a fait son overdose. Pensant qu'elle était déjà morte, ils auraient voulu se débarrasser de ce cadavre encombrant. De toute façon, vous avez fini, hein. Ouais. Bon bah... Merci de votre collaboration. À peine 24 heures après cette perquisition, le locataire de l'appartement ainsi que le couple qui l'a aidé à transporter la victime passeront aux aveux. Comme le pensaient les enquêteurs, ils étaient tous dans l'appartement ce soir-là. Un appartement où l'on dealait de la drogue et à l'intérieur duquel la jeune femme a bien fait son overdose. Nous sommes en plein cœur de Paris, sur l'île de la Cité. C'est ici, entre ces murs mythiques, que se trouve le siège de la police judiciaire parisienne. À côté du célèbre 36 quai des Orfèvres, les experts scientifiques de Paris œuvrent nuit et jour au service de la vérité. Parmi eux, Franck, un dactylotechnicien. En deux mots, un chasseur de traces. Contrairement à Max, il travaille la journée. Aujourd'hui, il a été appelé pour intervenir sur une affaire de vol. Alors, préparer mon matériel, prendre ma mallette. Mais avant de partir sur le terrain, il doit vérifier son matériel. Cette mallette ne quitte jamais Franck. Elle contient l'essentiel de ses instruments de travail. Là, je vais préparer ma mallette, voir si elle est complète, s'il me manque rien pour partir en intervention. Parce que c'est quoi ton rôle quand tu vas sur une scène? Moi, c'est de faire de recherche de traces papillaires, donc ce qu'on appelle par procédé mécanique, donc avec des poudres dactylotechniques, comme j'ai ici, donc à l'aide de pinceaux, les prélever et faire des comparaisons ultérieures avec soit les empreintes des victimes ou des témoins des lieux. L'inventaire est minutieux. Rien ne doit être laissé au hasard. Alors, qu'est-ce que tu as dans cette mallette? La serviette, pour essuyer les mains des gens quand ils transpirent de trop avant le relevé d'empreinte, ou pour nous essuyer le visage quand on sort d'affaires et qu'on a plein de poudre sur la figure. Là, je regarde quand même mes protections individuelles, donc les gants, pour pas laisser mes empreintes moi aussi, pour pas me salir, parce qu'on a des poudres salissantes, des pinceaux comme ci. Chaque pinceau est dédié à une couleur de poudre. Les poudres sont l'instrument de travail de base pour les chercheurs de traces de la police scientifique. Comme ceci. Donc là, j'ai mes poudres foncées. Donc ça, c'est une poudre grise, donc entre une poudre blanche et une poudre noire. Ça, c'est des poudres volatiles. Après, on a des poudres magnétiques, qui sont comme ça. Selon la surface où il faut relever les traces, Franck choisira la poudre appropriée. Une poudre magnétique blanche pour les surfaces sombres, ou inversement. Donc là, en ayant un support lisse clair, je vais utiliser donc une poudre foncée. Tout est en ordre. Direction maintenant le sud-ouest parisien. Franck et son collègue Assou vont intervenir dans un appartement cossu du 16e arrondissement. Un vol y aurait été commis. On a donc un vol fausse qualité, donc à l'adresse où on vient d'arriver, chez une personne âgée, née en 1922, un monsieur apparemment, et que les auteurs seraient un faux plombier et un faux policier.
Donc on n'en sait pas plus, donc on va prendre contact avec les collègues qui sont sur place. Les vols fausse qualité, ce sont des vols commis à domicile par des malfaiteurs qui se font passer pour des policiers ou encore des représentants de l'administration. Leur cible favorite, les personnes âgées, plus fragiles et plus crédules. À Paris, des délits comme celui-là, il s'en commet des dizaines chaque jour. Oui, bonjour, c'est l'identité judiciaire. Police judiciaire, rentrez, monsieur. Merci. Comme souvent dans ces cas-là, la victime est une personne âgée. Non, ils n'ont pas marqué les tâches en plus. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Ah, ça va bien? Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Les faits? Apparemment, le vieil homme a eu affaire à un faux plombier et un faux policier complice. Grâce à ces fausses identités, ils ont réussi à pénétrer dans son appartement. Il dit, monsieur, voilà, je suis policier, voilà ma carte. D'accord. Et vous avez été volé. Comme beaucoup de personnes âgées, ce monsieur avait une grosse somme d'argent liquide cachée dans une boîte. Pour les voleurs, c'est le jackpot. Au total, il lui aurait dérobé 15 000 €. Et la boîte, elle est redécouverte comme ça, là? Je reviens, le grand balèze était là, il me bouscule complètement, il a piqué le pognon. Le pauvre policier me dit, bougez pas, monsieur, je cours après, je vais vous le rattraper. Ah bah oui. Bah il l'a fait, hein. Il l'a retrouvé, il l'a rattrapé. Puis ils sont partis ensemble. À Paris, les cas d'abus de faiblesse sont monnaie courante. Et ce genre de scénario, les experts de l'IJ les connaissent par cœur. Pendant que Assou prend des photos de l'appartement, Franck va commencer à rechercher des traces qu'auraient pu laisser les voleurs. Une boîte en bois. Une boîte, je sais pas quoi. Ah ouais, c'est ça. Bah, je suppose que c'est ça. Il y a que ça de toute façon. À l'intérieur de cet attaché case, une boîte à cigares dans laquelle se trouvaient les 15 000 € qui ont été volés. Les malfaiteurs ayant employé des gants, plutôt que de faire des recherches d'empreintes, Franck va privilégier le prélèvement d'ADN. Des prélèvements effectués à l'aide de cet instrument, qui ressemble à un coton-tige géant. Les policiers l'appellent un écouvillon. Tac. Et voilà. Pendant que les experts sont à l'œuvre, la victime déjeune tranquillement avec sa femme. Une situation qui visiblement amuse beaucoup notre chercheur de traces. Bon appétit. Excusez-nous, hein. On va profiter du spectacle, hein. Oui, bah, vous n'avez pas besoin d'allumer la télé. Ce qui est particulier sur cette affaire, c'est que c'est pas habituel. Les auteurs ont remis des portefeuilles qui n'appartiennent pas à la victime. Donc là, on va après ouvrir, voir ce qu'il y a dedans, les prendre en photo, parce que si ça se trouve, ça vient peut-être d'un autre vol. Hein. Là, ils ont peut-être commis une erreur, c'est possible. Hélas, cela va s'avérer être une fausse piste. Ouais, ça a été volé ailleurs, c'est ambassadeur. Ça vient pas d'un hôtel, ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un sudoku. Ah la vache. Mince, c'est pas des papiers d'identité. Ah. Déçu? Ah bah carrément, ouais. Malgré l'absence de papier d'identité, ces portefeuilles peuvent tout de même contenir des traces d'ADN. Ils seront donc emmenés au labo pour qu'on les analyse. A priori, les malfaiteurs portaient des gants. Impossible donc de relever des empreintes digitales. Traces de gants. Traces de gants. Mais vous allez voir que même avec des gants, on peut quand même se faire prendre. Elles sont ici. Voilà. Donc là j'ai le doigt du dessus, là j'ai le doigt du dessous, comme ça. Maintenant pour mettre des gants, ils n'avaient pas de gants. Donc il n'est pas dit qu'ils n'aient pas fait un transfert d'ADN sur l'objet. Hein. S'ils sont transpirés, s'ils se sont frottés la tête, pour X raisons, ils se sont frottés contre eux. Oui, ils peuvent se faire avoir comme ça. Hein. Bon bah ça c'est fait. Hein. Au-dessus, en dessous, clac. Chaque relevé de traces est pris en photo par Assou. Franck va ensuite réaliser un prélèvement ADN. Voilà, au final, ça donne ça. Mais bon, la photo sera plus nette. Hein. Impeccable aussi. Impeccable. De pièce en pièce, les policiers vont passer l'appartement au peigne fin. Ce genre d'affaires sont le lot quotidien des brigades de jour de l'identité judiciaire. Beaucoup de cambriolage, de vols fausse qualité. Ça c'est beaucoup en journée. La nuit, ça a beaucoup de plus des affaires d'ivresse suivies de violences conjugales, d'ivresse suivies de coups de couteau, des fusillades entre bandits, suite à des affaires de stupéfiants. La journée, c'est pas trop, non, c'est pas les mêmes affaires. Après plus d'1 heure sur place,
Les experts de l'IJ ont terminé leur travail. Mais avant de repartir, Franck tient à rassurer ce monsieur qui s'en veut de s'être fait avoir par ces escrocs. Ah, je suis peut-être crédule, je suis pas idiot. Bon, bah, personne à l'abri de se faire avoir. Rouler dans la farine comme ça, faut quand même le faire. Oh, il y en a plein qui se font avoir, hein. Si vous saviez, il y en a plein qui se font avoir. Hein. C'est les professionnels du vol. Faut être con. Non, non, c'est les professionnels du vol. C'est les professionnels du vol. Mais c'est sacrément organisé, ce scénario. Ah bah oui. Quand j'ai raconté ça à mes camarades, ils en foutent de ma gueule, bien entendu. Ces affaires de vol fausse qualité étant souvent l'œuvre de gangs organisés, une grande partie des malfaiteurs sont probablement déjà fichés. Grâce au travail de nos experts, la police devrait pouvoir réussir à les confondre. Il est 16h30 à Pontoise, une commune située au nord-ouest de Paris. Nous sommes dans les locaux de la gendarmerie du Val d'Oise. Frédéric et Norbert ne sont pas des gendarmes comme les autres. On les appelle des TIC, les initiales pour techniciens de l'identification criminelle. En d'autres termes, ils sont les experts scientifiques de la gendarmerie nationale. Ah, c'est un métier, hein, ça s'improvise pas. Ils viennent d'être appelés pour une intervention. Au volant de leur fourgonnette, c'est Stéphane, leur coéquipier. Direction Parmain, une petite commune située à une dizaine de kilomètres de Pontoise. Un homme y a été retrouvé mort dans son lit. La circulation est mauvaise. Pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible, les gendarmes ont allumé leur gyrophare. C'est dans cette maison que l'homme serait mort. Le médecin généraliste qui a fait le constat a refusé de se prononcer quant aux circonstances du décès. Cette responsabilité revient donc au médecin légiste. Les gendarmes de l'identification criminelle vont l'assister dans sa mission. Le médecin qui est passé a émis un obstacle médico-légal, c'est-à-dire que pour lui, il estime que la mort n'est pas naturelle. Donc on a été appelé pour aller faire des constatations pour estimer si cette mort est naturelle ou pas naturelle. Si elle n'est pas naturelle, faire des investigations complémentaires. Pour éviter de laisser la moindre trace, les gendarmes doivent porter cette combinaison blanche, ainsi qu'un masque, des surchaussures et des gants en caoutchouc bleu. Y a-t-il eu effraction? Y a-t-il eu la moindre scène de violence? L'homme aurait-il été victime d'une tierce personne? Pour en savoir plus, Norbert et Fred doivent faire une inspection détaillée de la maison. La première chose qu'on fait, c'est prendre des photographies. On va faire un premier passage de l'ensemble des pièces, faire une reconnaissance des lieux et faire des premières photographies pour fixer l'état des lieux quand on arrive. Ces informations serviront ensuite à la rédaction de son rapport d'intervention. A priori, c'est sa chambre ici. Ici. Et au rez-de-chaussée, c'est une chambre d'amis. C'est une chambre d'amis, il ne se sentait pas bien depuis quelques jours. Ouais. Et donc il est resté au rez-de-chaussée. D'accord. Mais pour l'instant, j'ai pas plus d'informations que ça. Nos experts ont terminé de faire leur constatation à l'intérieur du domicile de la victime. Il est quelle heure? 18h. Dehors, ils retrouvent Frédéric, le médecin légiste. Il appartient à l'unité médico-judiciaire de Gonesse. Mort naturelle, mort accidentelle ou bien homicide, c'est lui qui va être en charge de déterminer les circonstances du décès. Le résumé, c'est un homme de 67 ans qui est découvert dans son lit au rez-de-chaussée de la maison. Habituellement, il couche au premier étage, mais là, c'est juste qu'il est couché au rez-de-chaussée parce qu'il n'allait pas très bien. Il sentait un état un peu dépressif, vague à l'âme depuis quelques temps. Avant de procéder à l'examen du corps, un gendarme en charge d'interroger la femme de la victime communique au médecin légiste plusieurs informations qui vont s'avérer précieuses pour établir son diagnostic. Voilà, un caillot de sang en 2011.
Au cœur. Au cœur? Oui, il avait un traitement pour le cœur qu'il a arrêté début septembre parce que, en disant à sa femme qu'il se sentait bien. Le travail des techniciens de l'identification criminelle et du médecin légiste déterminera si l'on peut procéder ou non à la levée du corps. S'il est établi que le patient est bien mort de cause naturelle, la levée sera autorisée aussitôt après la fin de l'examen. En revanche, si le moindre élément suspect est constaté sur le corps de la victime, une enquête sera diligentée pour tenter de déterminer les causes exactes du décès. L'homme est mort dans cette chambre d'amis, située au rez-de-chaussée de la maison. Et le monsieur, il allait bien hier, a priori, il avait pas de... Tout allait bien, il avait rien noté. Dans la chambre de la victime, pendant que Norbert continue de prendre des photos, le médecin commence à ausculter le corps inerte du défunt. Le corps est inspecté devant, derrière, de haut en bas et déshabillé pour rechercher s'il y a des traces particulières de l'intervention d'un tiers ou des traces qui pourraient expliquer le décès de façon externe. Avant d'être examiné, le corps de la victime doit être déshabillé. Une étape particulièrement difficile, car il est en état de rigidité cadavérique. Un enraidissement progressif de la musculature causé par les transformations biochimiques du corps humain juste après la mort. Cet état dure entre 2 et 4 jours post-mortem selon les cas. A priori, aucun signe de lutte, aucune trace de coup, mais tout de même un hématome potentiellement suspect au niveau du mollet. Un peu jaune là. Là, une échymose, hein, mais qui est ancienne, qui date de plusieurs jours, mais qui sait. Mais cette blessure daterait de plusieurs jours avant le décès. A priori, l'homme était donc bien tout seul lorsqu'il est mort. On n'a rien trouvé d'anormal. Donc on va voir ce que nous dit le médecin légiste en fonction du traitement également que la personne prenait avant son décès. Et c'est lui qui va donner ses conclusions. Nous, de notre côté, au niveau criminalistique, on n'a rien d'anormal dans la maison, on n'a rien d'anormal dans la chambre. Nous, les constatations qu'on peut faire sur le corps, on ne trouve rien d'anormal particulièrement. Donc la mort indéterminée. Pas... Bon, indéterminé, il n'y a pas d'éléments évocateurs d'une pathologie particulière. Mais il n'y a pas d'intervention de tierce personne. Ça ne ressemble pas à un homicide, il n'y a pas de plaie par arme blanche, il n'y a pas de plaie par arme à feu, il n'y a pas de coup, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas grand-chose qui puisse expliquer la mort à part une origine naturelle. Après un examen minutieux du corps de la victime, le médecin légiste déclare que les causes de la mort sont bien naturelles. Il n'y aura pas d'enquête. La levée du corps pourra donc avoir lieu dans les plus brefs délais. Pour la brigade des techniciens de l'identification criminelle, la mission s'arrête là. Mais si dans cette affaire la victime semble être morte de cause naturelle, il arrive souvent que les gendarmes de l'identification criminelle interviennent sur des scènes de crime. Et lorsqu'ils doivent apporter leur expertise scientifique pour aider à élucider des homicides, les TIC disposent d'outils technologiques ultramodernes. Nous avons affaire au cadavre d'une femme qui a été découverte par la brigade à l'intérieur de l'entrepôt. On s'oriente a priori sur une overdose, mais ils ne savent pas grand-chose de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, Norbert, Fred et Stéphane ont reconstitué une scène de crime. Il s'agit d'un exercice pour entraîner les gendarmes à maîtriser les outils dont ils disposent, mais aussi à avoir toujours les bons réflexes sur le terrain. Dans un premier temps, je ne touche à rien. Je prends juste mon appareil photographique de dotation pour aller effectuer une première reconnaissance, effectuer des premiers clichés photographiques pour pouvoir présenter la scène à mes collègues. On effectue toujours les prises de clichés dans les angles des pièces, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ensuite, je vais donc du plus éloigné au plus près. Donc le corps de la personne sera photographié en dernier. Après les photos, le processus est toujours le même. Il faut commencer par les éléments visibles à l'œil nu. A priori, il y a un trou dans le mur juste derrière la victime. Ça pourrait être l'impact d'un projectile.
Petit à petit, en fonction des indices recueillis, l'expert affine le scénario de la mort de la victime. Visiblement, nous partirions sur quelque chose d'origine plus criminelle. Pour Norbert, il est temps de livrer ses conclusions à ses collègues. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas une simple overdose. D'accord. J'ai un épi de munitions au sol. D'accord. Il y a un trou dans le mur qui pourrait correspondre à un tir. Pour moi, on est potentiellement sur une scène criminelle et ça ressemble plus à une scène maquillée qu'à une overdose. Très bien. Stéphane, on va s'équiper tous les deux pour aller aider Norbert. On va faire le ratissage de la scène complète et essayer de déterminer s'il y a d'autres éléments qui n'auraient échappé. Maintenant, Frédéric et Stéphane vont rejoindre Norbert sur les lieux. On va passer la pièce au peigne fin, mètre par mètre, centimètre par centimètre, et essayer de découvrir des éléments qui peuvent se rapporter aux faits. Et au fur et à mesure, nous allons les marquer avec des cavaliers numérotés. Les cavaliers, ce sont ces petits objets jaunes. Ils servent à repérer chacun des indices. Une bouteille. Au total, les TIC retiendront 11 indices qui devraient leur permettre d'échafauder les premières hypothèses. Qu'est-ce que tu as? On a une arme d'emploi. Donc on a deux hypothèses prioritaires. Soit il ne s'est rien passé ici et le corps a été amené ici et mis en scène pour faire penser à une overdose. Soit les faits ont eu lieu ici, la scène primaire est ici et la scène a été maquillée, a été nettoyée et encore une fois transformée pour faire penser à une overdose. Pour pouvoir valider ces hypothèses, tout comme les policiers experts de l'identité judiciaire, ils vont procéder à des relevés de traces sur chacun des indices marqués à l'aide des écouvillons. Donc indice 1, une bouteille en verre de vin muscadet. On va écouvillonner les endroits qui sont susceptibles d'avoir été touchés, manipulés ou bu par la personne, c'est-à-dire essentiellement le goulot de la bouteille et le corps de la bouteille. Et chaque objet est photographié à la perpendiculaire. Petit à petit, les indices tendent à confirmer les hypothèses des gendarmes. Effectivement, une poudre blanche, assez volage, qui pourrait faire penser à des stupéfiants. Donc le premier échantillonnage est fait pour partir au labo. Confirmer ou non que c'est un produit stupéfiant. Qu'ils soient gendarmes ou policiers, pour tous ces experts de terrain, la procédure n'admet pas la moindre négligence. Alors je viens de changer de paire de gants. Changeons de paire de gants à chaque prélèvement. En tout état de cause, la durée de vie d'un gant est de 20 minutes. Mais nous changeons de paire de gants à chaque prélèvement pour la simple et bonne raison que, touchant un objet, je peux récupérer de l'ADN présent sur l'objet sur mon gant que je vais pouvoir transférer sur un autre objet si je ne change pas de paire de gants. Il reste un dernier indice, le pistolet, qui est probablement l'arme du crime. Là, le dernier indice qui nous reste, c'est ce pistolet d'apparence, pistolet semi-automatique je pense, indice 11. On a déjà fait un prélèvement biologique sur la queue de détente pour recherche de traces ADN. On va faire de même sur le marteau. La personne, en principe, protégée ou pas avec un gant, mais a manipulé le marteau pour l'armée au départ. L'avantage de cette queue de détente, elle présente des stries qui peuvent effectivement retenir les traces biologiques. Donc là, on n'hésite pas à passer plusieurs fois. Même si c'est un exercice, les gendarmes effectuent les gestes et procédures jusqu'au bout, avec pour chaque objet un conditionnement bien précis. Donc tout scellé présente une bande inviolable. Si j'enlève la bande, il y a inscrit scellé brisé sur l'enveloppe. Mais sur une scène de crime, tous les indices ne sont pas forcément visibles à l'œil nu. Donc on va faire une recherche de traces de sang lavé. C'est-à-dire que si il y a du sang qui a été projeté quelque part, qui a été nettoyé d'une manière ou d'une autre, ce produit va le révéler dans l'obscurité. Coupe les lumières, on fermera le... Ce produit contient un principe actif qui, lorsqu'il est en contact avec le fer qui est présent dans le sang, provoque une réaction chimique, une luminescence bleue. Donc là, on a la présence chimique luminescence bleue, caractéristique de la présence de sang lavé. Ça veut dire qu'il y a eu du sang qui a été projeté sur le mur et qui a été nettoyé
de façon à masquer les faits. Si la présence de sang lavé est avérée, les experts pourront ainsi effectuer des prélèvements ADN pour éventuellement confondre le criminel. Et l'éthique bénéficie de beaucoup d'autres technologies de pointe. Exemple, à partir de ce simple impact de balle, Frédéric va pouvoir déterminer depuis quel endroit le coup de feu a été tiré. C'est une tige qui va nous servir à essayer de reconstituer la trajectoire de tir. Voilà, donc le tir va être orienté du haut vers le bas, dans cette direction de la droite vers la gauche. Donc le tir, a priori d'après la trajectoire qu'on observe, donc le tir aurait été dirigé dans ce sens-là. L'embout de cette tige émet un signal infrarouge. Le petit point rouge qui se trouve sur le sol indique la distance approximative à laquelle se tenait le tireur lorsqu'il a ouvert le feu. Et quand on éteint la lumière, ce faisceau rouge révèle carrément la trajectoire du tir. L'exercice est maintenant terminé. En tout et pour tout, il aura duré 2 heures. Dans la réalité, lorsque les TIC travaillent sur une scène de crime, en fonction du lieu et du contexte, leurs interventions peuvent parfois durer jusqu'à 24 heures d'affilée. Au groupement de gendarmerie du Val d'Oise, nous retrouvons Frédéric, le responsable des TIC de Pontoise. J'ai récupéré les scellés du dossier 430. Toutes les traces relevées par les gendarmes sur le terrain sont directement étudiées ici. Car à la différence des policiers, les TIC de la gendarmerie effectuent eux-mêmes les analyses de traces. Et pour cela, ils disposent d'un laboratoire à la pointe de la technologie. Les scellés du jour sont liés à une affaire de vol de camionnette. Pour Fred, l'objectif est simple, trouver des traces exploitables pour les gendarmes. Des résultats qui leur permettront d'orienter leur enquête. Je vais photographier maintenant. Ce morceau de plastique se trouvait sous le volant du véhicule. Il s'agit de la partie qui protégeait les fils de démarrage de la voiture sur laquelle le gendarme pense pouvoir retrouver des empreintes. Pour les étudier, Frédéric dispose d'appareils très sophistiqués. C'est un générateur de lumière polychromatique qui va générer différents types de lumière sur différents types de longueurs d'onde différentes qui vont être combinés à un filtre de lunettes ou d'appareils photo pour tenter d'observer des premières traces qu'on pourrait trouver sans aucun traitement physico-chimique ou autre. Cette technique du CrimScope, allant de l'infrarouge à l'ultraviolet, permet de révéler des traces invisibles à l'œil nu et donc difficiles à isoler. Donc à ce niveau-là, on peut deviner 2 petites traces, mais où nettement 2 doigts ont été apposés. Ça peut nous faire nous laisser imaginer que ceux qui ont fait ça n'étaient pas forcément porteurs de gants et nous donne de l'espoir pour la suite. Il faudra un peu plus d'1 heure à Frédéric pour isoler 2 traces légères situées dans un recoin du tableau de bord. Ces traces seront ensuite envoyées au service du fichier automatisé des empreintes digitales, le FAED. Le résultat sera alors communiqué aux enquêteurs qui pourront ainsi poursuivre leur enquête. Cambriolage. Ils ont volé quoi là exactement? Un coffre. Viol. Alors les auteurs, il y en avait 2 là. Meurtre. Tache rougeâtre. Voies de fait en tout genre. Il a été découvert sur le dos. Grâce au travail des experts scientifiques de la police et de la gendarmerie, de nombreuses affaires sont élucidées. Il y a certaines interventions où la police technique a un vrai rôle dans le cadre d'une enquête judiciaire. Traces ADN, empreintes digitales. On a des traces partielles. Analyse balistique. Cette arme a été utilisée dans le cadre de la tentative d'homicide volontaire. Pour assurer notre protection et faire arrêter les criminels, ils traquent, prélèvent et analysent le moindre indice se trouvant à leur portée. Immersion avec ces experts qui ont fait rentrer la police dans le 21e siècle.
Retour avec les équipes de nuit des policiers de l'identité judiciaire. Il est 3h20 du matin. Une fusillade a eu lieu à Bobigny, en banlieue nord de Paris. Un homme se serait fait tirer dessus dans le hall d'un immeuble. Touché à la jambe, il vient d'être transporté à l'hôpital. Mais alors que Max rejoint Nicolas, juste avant de partir, il reçoit un nouvel appel. T'as mon numéro? Alors? Bon bah tout de suite. Finalement on va peut-être faire du ravio. La situation à Bobigny semble s'être compliquée. Ils viennent de prendre une deuxième affaire là. Suite à la tentative d'homicide, il y a eu une quinzaine de coups de feu un peu plus loin dans la rue. Avec plein de douilles de partout. Et ils veulent une deuxième équipe. Cette deuxième fusillade vient d'éclater à 1500 mètres de la première. En parallèle de Max et Nicolas, une autre équipe de l'IJ va donc partir en renfort sur la seconde scène de crime. Mais à peine arrivés sur place, nos experts se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes. On va attendre l'arrivée du service enquêteur. Donc pour l'instant on fait rien. On décidera avec eux de l'emplacement des cavaliers et puis les différents indices à matérialiser. Car dans l'intervalle, les enquêteurs de la police judiciaire sont partis sur le lieu où s'est déroulée la seconde fusillade. En attendant leur retour, Max fait un plan rapide dans lequel il répertorie chaque détail de la scène de crime. Panneau central avec 2 panneaux. On commence par l'extérieur. Donc on fait tout ce qui est photo, plan, pour bien figer les lieux. Surtout qu'il commence à se faire tôt là. Les gens vont commencer à partir pour les travailler. Donc on essaie de tout figer avant le passage de tout le monde. Qu'est-ce que c'est le scotch que tu mets? C'est une pige. Ça sert à quoi? Ouais, simplement pour mesurer la taille de l'impact sur la vitre. Si la victime se trouvait dans le hall au moment du coup de feu, l'impact de balle sur la vitre du hall d'entrée semble indiquer que le tireur, lui, se trouvait à l'extérieur. Max vient d'ailleurs de trouver une cartouche qui valide cette hypothèse. Il commence à pleuvoir un peu, donc je vais me dépêcher de protéger la cartouche. Les conditions météo sont mauvaises. Finalement, Max n'aura pas le temps d'attendre le retour des enquêteurs de l'APJ. Il doit agir. Car pour éviter que d'éventuelles traces ADN présentes sur la cartouche ne soient effacées par la pluie, il doit retirer cet indice de la scène de crime. Je vais prendre la cartouche. Je vais quand même matérialiser l'emplacement où je l'ai trouvé avec un peu de poudre. Comme ça, ils verront où elle était. Max utilise une poudre rouge, plus facilement visible lorsqu'il fait nuit. Puis voyez. L'idée, c'est de préserver les traces. Ah oui, c'est primordial. Les enquêteurs de l'APJ viennent enfin de revenir sur la scène de la première fusillade. Écoute, étant donné qu'il y avait peu d'effectifs sur place, hein, et eux ils surveillent l'intérieur, qu'il n'y avait personne à l'extérieur, et qu'il commençait à pleuvoir, j'ai pris la cartouche, je te l'ai matérialisée, j'ai mis de la poudre. Tu vois la poudre rouge là, elle était là. D'accord. Après avoir interrogé 3 témoins présents sur la seconde fusillade, les enquêteurs commencent à comprendre ce qui s'est passé. Il s'agirait d'un règlement de compte entre 2 gangs rivaux. Pour faire la lumière sur cette sombre affaire, il faut effectuer tous les prélèvements d'usage, à commencer par les traces de sang présentes dans le hall. Prélèvement sur le... Alors les prélèvements, j'ai encore fait aucun prélèvement. Ouais, non, mais par la question, et puis je prendrai ça. Et donc oui, bah dis-moi où tu les veux, tant qu'à faire. Donc, Là, il n'y a aucune trace de sang. Non, non. Ouais. La chaussure, tu vas la prendre, je pense. Cette chaussure serait celle de la victime, qui l'aurait perdue en courant vers la sortie de secours pour fuir son agresseur. Dans le couloir, plein d'autres traces de sang. Alors, prélèvement 1, tache rougeâtre. Sous le regard du responsable de l'enquête, Max et Nicolas vont maintenant relever toutes les traces de la fusillade présentes dans le hall de l'immeuble. Ça dérange pas, on va aller donner un coup de main de l'autre côté. Merci. Mais la nuit n'est pas terminée. Ils vont maintenant rejoindre leurs collègues Aurore et Cécile à quelques centaines de mètres de là. Ça se passe bien ici ou... Non, super mal. Okay. On est venu vous filer un coup de main. Qui c'est qui fait le plan? Il n'y a pas de plan. On fait pas de plan parce que à cause des conditions climatiques. D'accord. C'est là-bas? Ouais, c'est là-bas au bout. Je fais pas de vue de détail, je fais pas de vue de rapprocher parce que tout s'en va. Tout s'envole. Les cavaliers s'envolent, les étuis s'envolent.
Tout s'envole. Même son de cloche du côté d'Aurore, la coéquipière de Cécile. Tu veux un coup de main? C'est un carnage. Ouais, bah ouais. On n'a plus rien à l'endroit de départ. Tu peux même pas faire de plan. Cécile, ses photos, Ouais. c'est un sketch. Ouais, bah oui. Tout a pris la pluie. Nous aussi, ouais. C'est quoi là le problème, Max? Le problème, c'est les conditions climatiques. Il y a beaucoup de vent, ça tempête, les cavaliers s'envolent, les douilles s'envolent. Donc faut travailler vite là. Dans des conditions particulièrement hostiles, les équipes de l'IJ doivent récupérer toutes les douilles. 7, 8. Au total, ils vont trouver 11 douilles. 9 provenant de Kalachnikov et 2 cartouches de fusil. Des cartouches qui, à première vue, sont identiques à celles retrouvées sur la scène de tir dans le hall. 14-15, c'était ce qui te manquait? 16-17, merci. La fusillade à la Kalachnikov n'a apparemment fait aucune victime, pas même un blessé. En revanche, 2 voitures sont criblées de balles. Les véhicules seront embarqués par la police pour être analysés. On se casse. On rentre au service. Il est 5 h du matin. Les policiers de l'IJ ont terminé leur travail. Les douilles qu'ils ont récupérées vont désormais être remises à un autre service, la balistique. Nous sommes au cœur de Paris. Dans ce quartier touristique, juste au-dessus des locaux de l'identité judiciaire, se trouve le service balistique de l'INPS, l'Institut national de la police scientifique. Bonjour mesdames. Bonjour. SDPJ 93, j'ai une affaire pour la balistique. Oui. Une arme et des munitions. D'accord, très bien. Ici, chaque jour, les enquêteurs de la police sollicitent les experts de l'unité balistique. Bien apporté des scellés parce qu'on a eu une affaire de tentative d'homicide volontaire et donc on a retrouvé une arme chez un des suspects. Qu'est-ce que vous attendez de cette analyse? Qui puisse nous déterminer si les douilles ont bien été tirées ou pas par l'arme qu'on a trouvée chez le suspect. D'après les statistiques de la police, aujourd'hui en France, près de 7 millions d'armes à feu seraient illégalement en circulation. Des armes qui, la plupart du temps, sont impliquées dans les affaires criminelles. Philippe Chopin est le commandant du service balistique de l'INPS. Sa mission, faire parler ses armes à feu. Bonjour, commandant Chopin. D'accord, une tentative d'homicide volontaire. Oui. Est-ce qu'il n'y a que la balistique de concerné? Pas de recherche de traces papillaires, pas de biologie? L'arme a passé la nuit sous la pluie. D'accord. D'accord, ça marche. Un délai? C'est assez urgent, tentative d'homicide quand même. D'accord, mais on s'y met. Ok, merci. Merci. On va vérifier cela. Aujourd'hui, son objectif, essayer de tirer le maximum d'informations de l'arme et des douilles qui lui ont été apportées par ce policier. D'abord la mise en sécurité de l'arme. Donc voilà, elle n'est pas alimentée, il n'y a pas de problème. En quelques instants seulement, le commandant Chopin identifie l'arme. Il s'agit d'un pistolet yougoslave, une déclinaison d'une arme soviétique courante depuis les années 2000. Ce pistolet à répétition semi-automatique et donc est une arme de calibre 762 Tokarev. On peut dire que c'est une arme en bon état, déjà en examen préalable. Pas de corrosion, en tout cas rien de visible à l'œil nu. Quelques traces de port, manifestement. Là vous pouvez voir des griffures. Bon, c'est une arme qui a vécu. Pour savoir si les douilles ramenées par le policier ont bien été tirées par ce pistolet, Philippe va examiner ces 2 étuis, le terme technique pour parler des douilles lorsqu'il s'agit de petits calibres. Et pour cela, il doit vérifier qu'elles possèdent des caractéristiques identiques. Lorsque le tireur appuie sur la détente, le percuteur vient frapper violemment l'amorce. Et ce que vous pouvez voir à l'écran, donc il s'agit de l'amorce. L'amorce, c'est l'extrémité de l'étui, la zone qui sert de détonateur. Là nous sommes en grossissement 40, je vais passer en 60. Voilà, ça c'est intéressant.
Donc ces formes sont caractéristiques. Donc je vais faire un alignement pour former une seule et même image la plus homogène possible. Là vous voyez, vous avez une continuité intéressante au niveau de cette striation et vous avez un motif estampé, frappé, donc dans le métal qui est similaire. En tout cas voilà pour notre condition, elle est affirmée et maintenant étayée. Ces deux étuis ont bien été tirés dans la même arme. En moins d'une heure, Philippe confirme l'hypothèse de l'enquêteur. Les deux étuis qu'il vient d'étudier ont bien été tirés par la même arme. Des demandes d'analyse balistique comme celle-ci, les experts de l'INPS en reçoivent plus d'une dizaine chaque jour. Donc nous avons un M57 qui nous a été transmis sans chargeur. Donc si tu veux bien, on va récupérer un chargeur dans la collection, puis je vais te laisser tirer avec. Je te la confie. Philippe doit maintenant vérifier avec certitude que les deux étuis ont bien été tirés par cette nouvelle arme qu'ils viennent de récupérer. Et pour cela, la solution, c'est de tirer avec une de leurs cartouches et comparer leur propre étui avec celui apporté par l'enquêteur. Mais avant cela, il faut trouver un chargeur, car l'arme n'en possède pas. C'est le rôle de Michel, l'armurier. Donc c'est la collection nationale d'armes du LPS, Paris. En totalité, nous avons plus de 3600 armes. Donc là, c'est la vitrine, ce sont les 38 spéciales, ici. Les 357 Magnum à côté. Ici, les pistolets en 9 mm. On a des armes chinoises, tchèques, françaises, suisses, sud-africaines, américaines évidemment, polonaises, égyptiennes. On a un petit peu de tout quand même. Près de 4000 armes, venant des 4 coins du monde, mais aussi de toutes les époques. Les armes sont des objets manufacturés qui vieillissent très bien. Vous avez un Colt 1911 par exemple. Le premier modèle, donc comme son nom l'indique, a été adopté en 1911 par l'armée des États-Unis, en calibre 45 auto, 45 ACP. On n'est absolument pas désarmé avec une arme pareille. Elle date de 1911. On ne pourrait pas dire la même chose d'un avion ou d'une automobile de la même période. Donc les armes sont des objets manufacturés qui vieillissent vraiment très bien. Un M57. Mais si Michel est ici, c'est avant tout pour récupérer de quoi charger le fameux M57 déposé par les enquêteurs. Pourquoi vous enlevez le chargeur? Pour pouvoir l'utiliser sur l'arme que nous allons étudier. Voilà, donc on va vérifier. Voilà, pas de souci, elle se verrouille. Voilà. Donc ça va permettre de faire les tirs de comparaison dans le puits sans souci. Vérifier si l'arme effectivement fonctionne correctement avec un chargeur approprié. Voilà. Désormais, direction le puits de tir, comme l'appellent les spécialistes. Il s'agit d'un endroit où l'on peut effectuer les tirs de comparaison. Le calibre du M57, c'est 7,62 Tokarev. Donc là, je vais procéder au tir. Avant de procéder au tir, je vais allumer le voyant extérieur rouge pour éviter que quelqu'un ne rentre et se prenne quelques décibels dans les oreilles. Le casque pour les oreilles, les lunettes pour les yeux. Donc c'est le puits de tir. Il descend jusqu'à l'étage en dessous. Ça nous permet de faire les tirs avec les armes de poing. C'est parti. Ce puits fait 2,50 m de profondeur. Il descend jusqu'à l'étage du dessous. À l'intérieur, il y a de l'eau qui permet de ralentir les balles et de les récupérer en bon état. Il y a un étui qui est tombé dedans, dans nos 2 balles. Maintenant, c'est Philippe le commandant qui va prendre le relais pour faire les comparaisons. J'ai retrouvé les montages de Philippe, balles, ils sont pas mal. voilà les éléments de tir du M57. Je te remercie. Je vais regarder l'éjecteur, donc à gauche. Voilà, il est bien aligné, pas de problème. Donc, on a cette trace qui est quand même assez particulière au-dessus de l'éjecteur. Puis on va regarder si on a un bel extracteur. L'extracteur, c'est une autre partie de l'arme en contact avec l'étui. Ici, Philippe cherche donc une trace de l'extracteur et il va rapidement la trouver.
Cette trace d'extracteur, un tout petit peu torturée, vous la retrouvez sur l'élément tiré par nous au laboratoire et sur l'élément qui provient de la scène de crime. Donc il n'y a pas de problème. Cette arme a été utilisée dans le cadre de la tentative d'homicide volontaire. De nouveau, les douilles correspondent à l'arme. Mission accomplie pour Philippe. Grâce à son travail, les hommes de la police judiciaire vont pouvoir progresser dans leur enquête. Délinquance, violences urbaines, règlements de compte. Pour les policiers de l'IJ, les interventions nocturnes représentent près de 80% des affaires traitées. Salut tout le monde. Salut. Salut. Max est un des piliers des équipes de nuit. Ce soir-là, comme tous les autres soirs, il ne sait pas encore à quelle sauce il va être mangé. Ça va faire 18 ans que je suis dans la police scientifique. Et pas une nuit identique, pas une affaire identique. Chaque déplacement qu'on fait sur une affaire est différent. On apprend des choses tous les jours, on voit des gens différents tous les jours. Et puis surtout, la motivation, c'est quand même qu'un coupable est arrêté grâce à nous. Max est fier de son métier. Et il semble apprécier la popularité dont jouissent les experts de la police, grâce notamment aux séries télé. Ça ressemble à ton métier, la télé? Je regarde pas mal de séries, c'est vrai. Les experts, entre autres. Les experts Miami, les experts Manhattan. Et c'est vrai que y a beaucoup de similitudes entre ce qu'ils font à la télévision et nous, mais bon, il y a beaucoup de cinéma quand même. Car contrairement aux acteurs des séries, les experts de l'IJ ont affaire à de vrais cadavres. Ça touche ce que tu vois? Oui. Souvent, quand on arrive sur une maman qui a tué ses deux gamins parce que alors, elles ne pouvaient plus supporter leurs cris, bon, voilà, nous, c'est pas évident, hein. Arriver sur les lieux et puis trouver un enfant de 2 ans avec une balle dans la tête, bon, c'est sûr que c'est pas marrant tous les jours. Hein. Pour Max et ses collègues, ce métier est souvent éprouvant psychologiquement. D'ailleurs, cette nuit encore, notre expert va devoir avoir les nerfs bien accrochés. Il est 2 h du matin. Rendez-vous dans le 20e arrondissement de Paris. Un homme a été retrouvé mort dans cet immeuble. Bon. Selon les premiers témoignages, cet homme habitait au rez-de-chaussée. Il se serait battu violemment et aurait trouvé la mort dans l'escalier se situant entre le 5e et le 6e étage. Entre-temps, les pompiers ont déposé le cadavre sur le palier du 5e. Donc il a été découvert sur le dos. Sur le dos. Vers quelle heure à peu près? Pieds nus, avec le t-shirt, voilà, comme ça, pieds nus, il n'avait pas de chaussures. La victime connaissait-elle son agresseur? Le criminel est-il connu des forces de police? À ce stade, les circonstances de sa mort sont encore très floues. Les enquêteurs auront besoin du maximum d'éléments possibles pour pouvoir résoudre l'affaire. Alors là, nous sommes au 5e étage. Donc dans un premier temps, je vais dessiner à main levée tout ce que je vois, à peu près dans les bonnes proportions, et ensuite on passera aux mesures avec le télémètre. Ce plan, associé aux photos prises par Nicolas, va permettre de réaliser un plan en 2D extrêmement précis de la scène du crime. Un élément qui sera ensuite versé au dossier de l'instruction. 50 cm. Il permettra au juge qui n'était pas sur les lieux de visualiser précisément la scène de crime en question. Donc là, le cadavre sur mon plan, il est figé. Si on l'enlève, demain on peut revenir. On peut le replacer exactement comme il était au moment où on est arrivé aujourd'hui. L'assassin est en fuite et aucun témoin oculaire n'a pu l'identifier. Il faut donc impérativement faire des tests d'ADN. Donc là, c'est le front, trace de coup, je mets.
La victime s'est battue et a été frappée au visage. Les experts pensent pouvoir trouver des traces de sang ou des fibres de cheveux qui pourraient permettre de remonter jusqu'au criminel. D'éventuelles traces de sang sous les ongles. Mais il s'agit d'un homicide. Et Max ne doit négliger aucun indice, y compris ceux qui ne sont pas visibles. On va passer certainement le CrimScope, en vue de trouver des projections de sang ou des taches de sang non visibles à l'œil nu, des fibres, des cheveux, tout quoi. Les hommes de l'IJ vont utiliser le CrimScope, cette lampe qui, dans l'obscurité, permet de révéler des traces invisibles à l'œil nu. Enfin, je vais t'éclairer tout de suite. Que ce soit de la salive ou bien de la sueur, grâce à cette technique, n'importe quelle trace ou liquide biologique a priori invisible sera mise en évidence. Pendant près de 2 heures, Max et son équipe vont examiner le corps et toute la zone alentour avec la plus grande attention. Le travail sur le terrain est terminé. Mais pour Max, la nuit va être longue. De retour dans les bureaux, il va maintenant reproduire le plan à partir du croquis qu'il a dessiné sur la scène de crime. Donc le plan, il va servir dans un premier temps au service enquêteur pour se repérer un peu, parce que bon, les photos c'est bien, mais il aura une vue d'ensemble des lieux. Hein. Le plan va aussi servir au magistrat. S'il y a une reconstitution à faire, le plan qui sera à l'échelle va servir à replacer tous les indices, le corps, exactement dans la position où tout était le jour des faits. Maintenant, il doit étudier les traces papillaires qu'il a relevées. L'objectif, s'assurer qu'elles soient bien exploitables. Et pour être exploitable, Max doit trouver au minimum 12 points caractéristiques. Car selon la loi française, il faut au minimum 12 points de convergence pour déterminer que 2 empreintes digitales sont bien identiques. Alors ça, c'est un épiscope qui nous permet, comme tu vois, d'agrandir la trace. Donc là, on va vérifier si elle est exploitable. Donc, si elle est 12 points. Hein. Donc là, on va suivre chacune des crêtes. Pour ne pas en oublier. Et puis, dès qu'on trouve un point caractéristique, on le marque sur l'écran. Alors, un point caractéristique, c'est par exemple une bifurcation. Ça peut être un arrêt de ligne. Donc, un arrêt de ligne, c'est une crête qui s'arrête net. Hein. C'est un point reconnaissable, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La grande majorité des traces papillaires peuvent être classées en 3 catégories. Les empreintes en spirale, les empreintes en boucle et les empreintes en tente. Une seule certitude, les caractéristiques de chaque personne étant uniques, la probabilité de voir 2 personnes ayant les mêmes empreintes digitales est nulle. Bon, bah là, on a plus de 20 points. Hein. Donc la trace est très exploitable. Donc, on va la garder. Et on va envoyer ça à la photo pour un tirage papier. Donc, quand c'est comme ça, on est content. Hein. Alors, une trace exploitable sur un homicide volontaire, en espérant que ce soit l'empreinte de l'auteur. Belle trace. Le roi de la trace. Et les espoirs de Max seront comblés. Ces traces sont bien celles de l'assassin présumé. L'homme était déjà fiché. Ses empreintes se trouvaient dans la base de données du FAED, le fichier automatisé des empreintes digitales. Grâce entre autres au travail des experts de l'IJ, il sera arrêté quelques jours plus tard. Faux témoignages, aveux extorqués sous la menace. Pendant longtemps, de nombreuses enquêtes criminelles se soldaient par des non-lieux ou des vices de procédure. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les magistrats se reposent de plus en plus sur l'expertise de la police technique et scientifique. Grâce à l'évolution des technologies de pointe, les forces de l'ordre disposent maintenant de moyens de plus en plus sophistiqués pour parvenir à résoudre la plupart des affaires criminelles. Qu'ils travaillent à l'identité judiciaire ou qu'ils soient techniciens de l'identification criminelle, ils poursuivent un seul et même but: faire triompher la vérité. Retour à Pontoise, à une trentaine de kilomètres au nord de Paris.
Il est un peu plus de 10 h du matin. Nous retrouvons Norbert et Frédéric, les gendarmes de l'identification criminelle. Ils viennent de recevoir un appel d'urgence. Direction Viarmes, à une trentaine de kilomètres de Pontoise. 10h20. On est appelé par les collègues de la brigade de Viarmes-Luzarches qui ont avisé d'une agression d'une femme sur la voie publique. Agression au couteau. Une femme qui apparemment est victime de violences conjugales, qui a déjà fait l'objet de procédures pour des faits de violences conjugales. Et donc, elle bénéficie on a appris qu'elle bénéficiait d'un téléphone de grand danger qui lui est fourni par la justice. Donc, à vérifier sur place, mais on peut émettre l'hypothèse qu'elle a été agressée par son ex-conjoint. Le téléphone grand danger, c'est un téléphone d'alerte mis à disposition par le ministère de l'Intérieur pour les femmes victimes de violences conjugales ou de viols. Rue de la Fosse Chapon, Luzarches. Sur place se trouve une lame de couteau au sol dans la rue. Se trouve également l'écharpe de la victime et une gazeuse qui a été utilisée par la victime pour mettre en fuite son agresseur. Donc, jet des lieux effectué. Dans un premier temps, la scène d'infraction sur place sur la voie publique, parce que comme on peut le voir, le temps est couvert et on n'est pas à l'abri d'une averse qui pourrait dégrader les traces à prélever. À droite là, voilà, hop, va très bien. Non, on va rester là pour l'instant. On préfère avoir le matériel en dehors de la zone. Sur place, Norbert et Fred retrouvent un gendarme en civil de la brigade de Viarmes, une commune voisine. C'est lui qui est en charge de l'enquête. T'as tous les renseignements, on se met au camion, on fait le point. D'après le témoignage de la victime qui se trouve à l'hôpital, les événements se sont déroulés le matin même aux environs de 9 h, alors qu'elle rentrait chez elle après avoir déposé sa fille à l'école. Elle sent une présence derrière elle, elle se retourne et c'est son ex-concubin. Il y a un couteau à la main. Couteau en main droite, gauche? Bah, pour l'instant, on sait pas. D'accord. Qui la menace, donc il veut l'emmener, il veut qu'elle le suive. Il met le couteau au niveau de la gorge. Il y a des traces de strangulation aussi, parce qu'on voit il y a plein de marques de... Non, c'est les traces en fait avec le couteau, la marque je pense. D'accord, donc il l'a posé à plusieurs reprises, voilà. Parce qu'on voit plusieurs traces sur les photos. Apparemment il l'a poinçonné, puisque le collègue sur place à l'hôpital dit qu'elle va se faire poser des points. Il y a des traces de poinçons en fait. Elle le gaze en retour? Elle le gaze en retour, elle a une petite bombe lacrymogène. D'accord. Et là il prend la fuite? Et là il prend la fuite. Le travail d'éthique va maintenant consister à confirmer une hypothèse a priori évidente au moyen de preuves scientifiques qui permettront ensuite de poursuivre la procédure. Bon bah écoute, nous on va attaquer photo, relever des indices, ratissage. D'après les témoignages recueillis par un des gendarmes, un voisin aurait assisté à la fuite du suspect. Ouais. Un voisin qui voit une Clio partir en trombe, un peu en trombe. Ouais. Voilà. Ben là forcément, comme elle s'est défendue de la gazer. Ouais, il a peut-être pas vu, comme disait Jean-Philippe, il a peut-être pas vu, ouais. Il est peut-être monté sur le trottoir. Partiellement aveuglé par la bombe lacrymogène, l'agresseur aurait fait une embardée sur l'herbe à cet endroit précis. Ah oui, pas mal. Pour s'assurer que les traces de pneus correspondent bien à ceux du véhicule du suspect, avec de la résine, Norbert et Frédéric vont effectuer un moulage de cette empreinte. On part sur l'éventualité que ça puisse être la voiture de l'auteur au moment de son arrivée ou de son départ, mais ça peut être voilà, un véhicule qui n'a rien à voir avec notre affaire. Donc c'est pour ça, c'est pour exclure toute possibilité. De toute façon, le véhicule de l'auteur, l'auteur présumé risque de mettre la main dessus, donc on pourra rapidement le comparer. Ouais, je vois que ça commence à plastifier un peu le dessus. La tâche des techniciens de l'identification criminelle va maintenant consister à préserver les indices avant que la pluie n'efface les empreintes digitales et les traces d'ADN. Premier indice, la lame du couteau utilisé par l'agresseur. Il l'aurait laissé tomber par terre après s'être fait gazer par la bombe lacrymogène de la victime. Il faut éviter que je touche objet. Donc en prenant une pince à usage unique, voilà, comme tous les objets que nous utilisons sont à usage unique, j'ai beaucoup moins de chances de polluer et je suis embêté. Hop, voilà. Sur place, les gendarmes n'ont retrouvé que la lame du couteau. Elle s'est détachée du manche qui reste introuvable. L'agression a dû être violente.
Deuxième indice, l'écharpe de la victime. Pour les tiques, ce type d'indice doit être manipulé et scellé avec une extrême précaution. L'écharpe de la victime a été prélevée dans une feuille de papier craft et pliée de façon à ce que les ADN ne puissent pas se toucher. Si on l'avait pliée en boule dans un sac craft, on aurait pu mélanger différents profils, alors que là, si l'auteur de l'agression l'a attrapé par l'écharpe, on peut avoir son profil ADN sur l'écharpe, donc d'où la préservation de l'indice. La lacrymogène qu'a utilisé la victime pour se défendre, on n'est pas à l'abri non plus que l'auteur ait réussi à lui arracher des mains, ait mis sa main dessus. Donc on va également procéder à un prélèvement pour rechercher d'éventuels profils ADN sur le conteneur lacrymogène. Une bombe lacrymogène qui a probablement sauvé la vie de la victime. Et au cas où le suspect nierait les faits, les gendarmes de l'identification criminelle ont justement pour mission de le confondre grâce au prélèvement d'ADN effectué sur cette bombe, ainsi que sur l'écharpe et sur la lame du couteau. Je sais pas, est-ce qu'il n'y aura pas eu des projections à côté quand ça a été écrasé? Les cris dedans, ils en auront suffisamment. Ils en auront assez, je crois. Ouais. Allez, c'est parti. Ils, ce sont les experts qui travaillent à l'IRCGN, le laboratoire de la gendarmerie de Pontoise. Ce sont eux qui vont effectuer toutes les analyses à partir des prélèvements d'ADN récoltés par les gendarmes sur la scène du crime. Voilà, c'est ça qu'il me restait à faire. C'est certaines interventions où la police technique a un vrai rôle dans le cadre d'une enquête judiciaire. Là, on est dans une affaire pour le magistrat relève des faits de tentative d'assassinat. La mort d'une personne donnée volontairement par une tierce personne, c'est pas rien. Donc si les éléments sur lesquels on peut travailler permettent plus tard, lors d'un procès, au cours d'assises, peut permettre aux juges et aux jurés de prendre leur décision en leur âme et conscience en se disant voilà, cette personne est bien l'auteur, parce qu'on a apporté la preuve, c'est pour nous satisfaisant, oui, évidemment. Mission accomplie pour les hommes du TIC. C'est parti. De retour à leur QG, les gendarmes de l'identification criminelle vont effectuer le démoulage de l'empreinte de pneus prélevée sur la scène de l'agression. Mais en France, toutes les brigades de gendarmerie ne disposent pas des moyens technologiques des TIC de Pontoise. Et lorsqu'ils doivent faire parler les preuves, ils s'adressent à un seul et unique interlocuteur, l'IRCGN. À Pontoise, dans cette enceinte ultra sécurisée de plus de 20 000 m², se situe le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale. Au sein de cette structure se trouve le laboratoire de l'IRCGN, les initiales pour l'Institut de la recherche criminelle de la gendarmerie nationale. De la section d'anthropologie légale qui étudie les ossements afin de déterminer les causes de la mort d'une personne, jusqu'au service du scanner médico-légal, avec ses 16 différents départements, l'IRCGN est le seul laboratoire en France à traiter l'intégralité des analyses scientifiques dans le cadre d'affaires criminelles. Et ici, on analyse à peu près tout. Cela va de la larve de coléoptère jusqu'aux dents. C'est la spécialité du service d'odontologie légale qui s'intéresse à la dentition pour pouvoir déterminer l'âge, le sexe et même l'origine ethnique de la victime. Chaque jour, le moindre prélèvement effectué sur le terrain est mis sous scellé par les gendarmes. À l'IRCGN, celui qui réceptionne les scellés, c'est Cyril. Actuellement, nous sommes à un peu plus de 7000 dossiers, 7000 saisines. Vous pouvez faire le calcul, ça fait à peu près une bonne centaine de dossiers de scellés par mois. Ça va des bris de barillet à des ossements. On reçoit des parties de corps humain, pas mal aussi de produits calcinés. C'est un peu de tout, des écouvillons, des dossiers numériques, tout ce qui peut être analysé en fait. Et parmi les dossiers du jour, une recherche en ADN sur un manche de pioche. Bonjour. L'homme qui va être en charge de traiter ce dossier, c'est lui. Il s'appelle Laurent Cardin et il est expert en vérification génétique. Sous sa responsabilité, une vingtaine de personnes qui travaillent dans ce secteur hautement sécurisé, où chaque expert doit porter un uniforme entièrement hermétique. Aujourd'hui, les analyses ADN sont ultra sensibles. Il suffit d'un peu plus d'une dizaine de cellules pour arriver à déterminer un profil génétique. Donc il est indispensable de s'équiper avec des équipements de protection individuelle adaptés pour ne pas polluer les prélèvements qu'on fait rentrer dans le laboratoire. Des précautions hygiéniques d'autant plus nécessaires que chaque jour, les experts de l'ADN traitent un nombre de dossiers très important.
On est en mesure de traiter à peu près 350 à 400 prélèvements par jour. Par mois, on traite 4500 à 5000 prélèvements. Et voici comment ça marche. Pour extraire l'ADN, il faut compter quand même entre 2h30 et 3 heures de process. Vous avez face à vous un robot, on va dire, d'extraction. On peut voir les écouvillons qui avaient été placés dans les tubes précédemment à l'étape d'échantillonnage. On va mettre cet écouvillon dans un milieu avec des détergents dénaturants. L'idée, c'est de séparer l'ADN du reste du milieu cellulaire. On va récupérer à la fin un extrait d'ADN qui est réputé pur. Au fil des étapes, de simples prélèvements de salive, d'urine, de sang ou encore de transpiration vont révéler une structure ADN pure qui contient toutes les informations propres à chacun d'entre nous. On appelle cela notre code génétique. Après l'étape de purification de l'ADN sur ce robot, on va récupérer l'ADN dans des petits tubes où on va avoir un ADN qui va être purifié et placé dans des plaques comme ça. Donc ces plaques vont être ensuite disposées sur ce type de machine. Ce sont des automates qui vont nous permettre de réaliser une technique d'amplification de l'ADN. C'est une sorte de photocopiage moléculaire. Autrement dit, cette machine est une sorte de loupe hyper puissante qui permet d'amplifier, c'est-à-dire de grossir à l'extrême, les fragments d'ADN. L'ADN a été amplifié des millions et des millions de fois en fait, dans ces plaques, ce qui fait qu'on a des millions de copies de séquences d'ADN. Place maintenant à la dernière étape. Ces machines, qui sont des séquenceurs-analyseurs, c'est ce qui va permettre de séparer tous nos fragments d'ADN par leur taille. Une fois ce processus terminé, les échantillons d'ADN sont prêts à être retranscrits sous la forme d'un code génétique. Pour savoir si cette recherche ADN va livrer tous ses secrets, rendez-vous au bureau de Laurent Cardin. On a procédé à l'analyse génétique du prélèvement qui avait été fait sur le manche de pioche retrouvé sur le lieu d'infraction dans le cadre du cambriolage, ce qui nous a permis de déterminer un profil génétique. Donc là, vous avez devant vous le profil génétique d'un individu masculin. Le travail a consisté à envoyer le résultat au fichier des empreintes génétiques qui va procéder aux comparaisons dans la base de données et éventuel rapprochement avec une personne qui serait enregistrée dans cette base de données. Dans cette base de données sont enregistrés plus de 2 millions d'individus ayant eu affaire à la justice. Si les traces ADN retrouvées sur ce manche de pioche correspondent à l'un d'entre eux, l'auteur du cambriolage pourra alors être identifié et placé en garde à vue. C'est pour en arriver là que chaque jour les experts de l'IRCGN travaillent avec acharnement. La recherche de la vérité, c'est d'aller au bout des choses pour essayer de sortir un résultat qui permettra éventuellement d'identifier une personne et de résoudre une affaire. La science, c'est le présent de la gendarmerie et aussi son avenir. Oui. Aujourd'hui, l'IRCGN, c'est plus de 600 agents dont près de 300 experts scientifiques. Chaque année, ils interviennent sur plus de 100 000 dossiers et exécutent près de 250 000 analyses en laboratoire. Il est 21 h, au QG de l'identité judiciaire. Ok, donc c'est Pont Cardinet à Paris 17e. Bon, on va pas partir dans l'immédiat, ils sont en pleine audition avec la victime. L'équipe de l'IJ vient de recevoir un coup de fil de la brigade des réseaux ferroviaires. Alors qu'elle rentrait chez elle, une jeune femme aurait été violée par 3 hommes dans un TER il y a un peu plus de 24 heures. On partira un peu avant quand même. Bah oui. Ce soir, Max va faire équipe avec Willy, un photographe qui d'habitude travaille avec les équipes de jour. Pour le binôme fraîchement composé, direction Pont Cardinet dans le 17e arrondissement de Paris. Pendant que Willy fait ses clichés, Max prévient les agents de leur arrivée. Oui, bonsoir monsieur, c'est l'identité judiciaire. Apparemment, c'est vous qui devez nous amener la rame de métro qui a été immobilisée. Vous avez un délai ou... Ce soir, la mission des hommes de l'identité judiciaire s'annonce compliquée. La misère. Il faut 1 heure. Il faut qu'ils aillent chercher le conducteur de la rame pour la mettre en route et pour qu'il nous éclaire la scène. La voiture est rangée assez loin d'ici sur les quais. Ça s'annonce un peu compliqué. Rien n'est facile. Après 1 heure d'attente,
la personne d'astreinte peut enfin emmener nos experts dans la rame. Mais en chemin, il va fournir à Max des informations qui ne sont pas très encourageantes. Vous nous confirmez qu'il y a, depuis les faits, il y a plein de gens qui sont montés à l'intérieur. La rame a circulé toute la matinée. Toute la matinée. De ce matin. Et apparemment, d'après l'info qu'on a eue, ça se serait produit à 7h du matin, dimanche matin, c'est ça? Ah oui, d'accord. Donc elle a roulé tout le dimanche. Donc elle a roulé le dimanche et ce matin. Et on a eu l'info vers midi où on a rapporté la rame et on l'a garée pour les services de police. Donc c'est celle-là. Pendant plus de 36 heures, d'autres gens sont montés dans la rame. La scène de viol a été polluée. Dans ce contexte, il sera extrêmement compliqué, voire impossible pour Max, de relever des empreintes digitales ou des traces ADN qui soient exploitables. 06, c'est ça, Mehdi 6405. Ah, donc c'est celle-ci. 06, 05, c'est numéroté. La victime va arriver d'ici pas longtemps. Premier état des lieux. Max est pessimiste. Pour lui, leurs chances de retrouver des empreintes exploitables sont quasiment nulles. Là, le problème qu'on a, c'est que les faits se sont déroulés dimanche matin. Donc ça fait presque 36 heures. Entre-temps, la voiture a roulé, a pris plus de 10 000 passagers. Donc au point de vue trace, ça va être compliqué là. La brigade des réseaux ferrés rejoint les hommes de l'IJ. Ils sont en compagnie de la victime du viol. Pour pouvoir aider les experts à affiner leurs recherches, elle va leur indiquer l'endroit précis où se sont déroulés les faits. Votre sac était comme ça? Ah, on va l'enlever alors, on va l'enlever. Visiblement encore sous le choc, la jeune femme n'est pas très expansive. Mais sa description des faits va tout de même permettre aux experts de circonscrire un périmètre d'action plus restreint et ainsi éviter de perdre du temps à rechercher des empreintes dans tout le wagon. Quand ils arrivent, on peut imaginer qu'ils touchent ici et qu'ils viennent s'asseoir. Et là, ici aussi. Et puis, celui qui est là, moi, je ferais peut-être un écouvillon là quand même. Si le mec il a posé. Non, mais on sait jamais. Oui, vas-y, moi je veux pas de. Un écouvillon là. L'autre il était là. Si l'autre il est là, il a posé son bras comme ça. Peut-être un là. Ça coûte rien. Professionnels jusqu'au bout, les hommes de l'IJ tentent d'échafauder des scénarios qui vont leur permettre de visualiser la gestuelle des trois hommes au moment des faits. Ainsi, ils pourront encore réduire leur périmètre de recherche. Dès qu'on fait une recherche de traces, on imagine aussi au même titre où l'auteur a pu poser ses mains. Donc c'est au même titre pour ce type d'affaires. On essaye d'imaginer la position éventuelle des auteurs. Voilà, c'est important de cibler un peu comment ils ont pu se positionner dans la rame, quoi. Mais les experts vont devoir faire vite. Un agent vient de les prévenir que le groupe électrogène qui alimente la rame ne va pas tenir longtemps. Max et Willy risquent donc de se retrouver très rapidement dans le noir. Je crois qu'on est un peu pressé par le temps là, parce que la lumière va définitivement s'éteindre dans quelques minutes. En désespoir de cause, Max et Willy multiplient les prélèvements, histoire de se donner un maximum de chances de trouver les empreintes des agresseurs. Vitres, fauteuils, barres, tout y passe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des vieilles traces, des traces partielles. Mais les experts ne vont pas pouvoir aller au bout de leurs recherches. Le groupe électrogène a fini par lâcher. C'est la coupure de courant. Ah la vache. Ah bah ça va aider. Condamnés à travailler dans l'obscurité, Max et Willy vont utiliser le CrimScope, cette lampe qui permet de faire apparaître des traces invisibles à l'œil nu. Tu vois pas comme une trace de doigt quelque part là, un doigt, Un changement de stratégie qui va permettre aux hommes de l'IJ de retrouver une lueur d'espoir. Non. Là. Ouais, voilà. Okay. Ouais. Tu vois, voilà. Juste en dessous, pareil. Ici et là. Et sur cette branche-là non, aussi là, c'est pas net. Non, c'est pas... Ouais. Alors, goutte au sol. 1, 2. Là, j'en ai 3. 1, 2, 3. Ok. Donc, on te fait les 4 prélèvements là. Ok. Et après, je ferai des recherches de traces. Je vais en faire 5 là.
Sur les accoudoirs et sous les fauteuils, Willy et Max viennent de trouver de petites gouttelettes qui pourraient bien correspondre à du liquide séminal, autrement dit à du sperme. On a 4 endroits, mais des traces de gouttes, des gouttelettes qui pourraient correspondre, ça pourrait être du liquide séminal. L'agression sexuelle ayant eu lieu 36 heures plus tôt à cet endroit précis, il est pratiquement certain que ce sperme soit celui d'un des agresseurs. Retour au QG de l'identité judiciaire. Grâce à l'ADN qu'ils vont trouver dans ces échantillons de sperme, les policiers vont pouvoir confondre les violeurs qui ont également été filmés par les caméras de surveillance. Ça va les champions? Champion du monde. Pour nos experts, c'est une victoire inespérée. On a trouvé des traces de liquide séminal avec le chromoscope. Ah ouais, d'accord. En plus, on a une empreinte ADN. Enfin, 5 en fait. Ah. Les experts Paris, bonjour. Bon alors Willy, pour une première. Bon alors, c'est plusieurs volontaires pour la nuit. C'est impressionnant. C'est impressionnant le déroulement de l'affaire. Très très mal. Si la chance était avec eux, ce soir, la persévérance de Max et Willy a également été payante. Ah, t'avais ça aussi comme paluche, mon cochon? Il a pas montré, c'est là. Bah là, il s'est fait. Consciencieux, opiniâtres, professionnels jusqu'au bout des ongles, même dans l'adversité, les experts scientifiques de la police n'abandonnent jamais. Pour Max, ou bien pour Willy, tout comme pour Norbert ou bien Fred. La recherche d'empreintes, les prélèvements d'ADN, tout ce travail de recherche sur le terrain est un véritable sacerdoce. Un quotidien fait souvent d'imprévus, mais aussi de stress. Car ils savent que leur rôle dans le cadre des enquêtes criminelles devient de plus en plus important. Une responsabilité qu'ils assument et une pression qu'ils acceptent. Car ces experts de la police et de la gendarmerie sont avant tout des passionnés qui ont choisi de mettre toute leur expérience, toute leur énergie et toute leur connaissance au service de la justice.